Octobre 1982. Le bus scolaire de Kesha Williamson, 9 ans, s'arrêta comme d'habitude à Elm Street. Pourtant, au lieu des bras accueillants de sa mère, une berline vert foncé rôdait dans l'ombre. Personne ne donna l'alerte. 15 ans plus tard, le chauffeur de bus rompt enfin le silence et révèle le secret qu'il a porté dans la peur. Bienvenue dans Minority Struggles. Peu importe où vous nous écoutez, c'est ici que les histoires méconnues trouvent enfin une voix. Avant de commencer, merci de regarder. Dites-moi en commentaire d'où et à quelle heure vous nous écoutez. C'est si important de savoir que nous racontons ces histoires ensemble. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est vraiment passé. Depuis son siège de conducteur, M. Otis Admiller, un homme dont les 48 années se lisaient sur un visage aussi familier pour ses enfants que celui de leurs propres enseignants, observait Kesha dans son large rétroviseur. Elle était discrète, cette petite Williamson, toujours plongée dans un livre, ses cheveux tressés avec soin, ornés de perles jaunes éclatantes, comme un petit rayon de soleil au milieu du tumulte habituel du bus. Il parcourait son itinéraire à travers ce quartier ouvrier, majoritairement noir avec l'aisance d'un vétéran. Le trajet, une carte imprimée dans son esprit après plus d'une décennie de service. Mais aujourd'hui, une nervosité inhabituelle venait troubler son calme habituel. Une agitation flottait dans l'air, une sensation que le rythme ordinaire de l'après-midi sonnait, d'une manière subtile, faux. Il l'avait remarqué plus tôt. La manière hâtive et agressive dont les voitures se coupaient la route en ville, certains visages croisés, furtifs, pressés. Il avait tenté de se convaincre que ce n'était qu'une journée comme les autres. Le bus s'immobilisa à l'angle d'Elm et Third, un arrêt ombragé par un chêne ancien, ses feuilles désormais en feu, dans des teintes de pourpre et d'or. Elm Street, appela M. Miller d'une voix grave et monotone, qui portait sans effort au-dessus du brouhaha des enfants restants. Kesha leva les yeux, encore un peu perdue dans son monde imaginaire. Elle lui adressa un petit sourire timide et un murmure. « Merci, Monsieur Miller. » Elle rangea soigneusement son livre de bibliothèque dans son sac en toile, rassembla ses affaires et descendit sur le trottoir fissuré, familier. D'autres enfants descendirent avec elle, leur voix montant brièvement dans un tourbillon d'excitation atténuée avant de se disperser vers leurs maisons respectives. Kesha tourna, ajustant la sangle de son sac sur son épaule, et commença sa courte marche sur Elm Street. Le regard de M. Miller suivit distraitement sa silhouette. C'était une habitude. Compter en silence, vérifier que chaque enfant était en sécurité. C'est à cet instant, dans ce moment fugace d'observation, qu'il la vit. Garée à mi-chemin du pâté de maison, de l'autre côté de la rue, à demi dissimulée dans les ombres épaisses de l'après-midi, sous un autre grand chêne, se trouvait une voiture inconnue. Une berline vert foncé, un vieux modèle des années 70, peut-être une Ford LTD ou une Mercury Marquis. La peinture était terne, le chrome piqué. Ce n'était pas tant la voiture elle-même qui attira son attention, mais son immobilité. La manière dont elle semblait attendre délibérément, hors contexte, sur cette rue résidentielle calme où chacun connaissait les véhicules des autres. Il distinguait une silhouette sur le siège conducteur, peu plus qu'une ombre, mais il remarqua la forme distincte d'un chapeau fedora, tiré bas, cachant le visage. Tandis que Kesha, perdue dans son monde intérieur, peut-être déjà en train de rejouer des scènes de Narnia dans sa tête, passait devant la voiture, M. Miller vit la tête du conducteur tourner lentement, suivant sans équivoque sa progression. Une pointe glacée d'inquiétude perça la lassitude de M. Miller. Ce n'était pas normal. Il connaissait les familles de cette rue. Cette voiture, cette silhouette observatrice, semblait déplacée, prédatrice. Pendant une fraction de seconde, il songea à klaxonner, à appeler Kesha, à faire quelque chose. Mais pour dire quoi? Accuser un homme garé de « Regardez !» Les enfants restant dans le bus commençaient à s'agiter. Il avait un horaire à respecter. Il n'était qu'un chauffeur de bus. Sa propre peur, un resserrement soudain dans sa poitrine, lui murmura la prudence. Ce n'était probablement rien, se dit-il. Quelqu'un de perdu, ou simplement fatigué, en train d'imaginer. Il actionna le levier. Les portes du bus se refermèrent dans un soupir pneumatique décisif. Il engagea les vitesses. Le véhicule massif gémit en s'éloignant du trottoir. Dans son rétroviseur, il aperçut une dernière fois Kesha, petite silhouette solitaire,
tournant dans l'allée de sa maison, à quelques portes de là où était garée la voiture. Puis elle disparut. La voiture, elle, demeura. Mais l'image de cette berline vert foncé et de la silhouette dans l'ombre avec son fedora ne quitta pas M. Miller aussi facilement qu'il avait quitté Elm Street. Elle se rejoint dans son esprit à l'arrêt suivant, et encore après. Une inquiétude sourde, tenace. Pendant ce temps, dans la petite maison méticuleusement entretenue au 217 Elm Street, Sharon Williamson, mère célibataire dévouée de Kesha, jeta un coup d'œil à l'horloge de la cuisine. 14h15. Kesha, habituellement rentrée à 14h10 comme une horloge, avait quelques minutes de retard. Sharon, 30 ans, avec un sourire chaleureux et des yeux marqués par la fatigue d'une femme qui cumule 2 emplois pour subvenir à leurs besoins, continuait de remuer le ragoût de poulet et boulettes qui mijotait sur la cuisinière. L'arôme, riche en herbes, et promesse d'un repas réconfortant, emplissait la cuisine. Elle doit encore traîner avec Janie, murmura-t-elle, pensant à la meilleure amie de Kesha, qui vivait 2 rues plus loin. Mais à 16h30, puis 16h45, quand elle n'entendit ni le bruit familier de la clé dans la serrure, ni le joyeux maman, « Je suis rentrée », l'inquiétude maternelle se changea en véritable angoisse. Kesha était une enfant responsable, jamais du genre à vagabonder sans permission. Sharon s'essuya les mains sur son tablier, une angoisse sourde se déployant en elle. Elle sortit sur le petit perron, balayant Elm Street du regard. La rue était calme, noyée dans les ombres allongées de la fin d'après-midi. La plupart des enfants étaient déjà rentrés chez eux, leurs jeux ayant laissé place aux murmures diffus des télévisions. Aucune trace de Kesha. « Kesha » appela Sharon, la voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu, déjà tremblante d'inquiétude. Seules les feuilles mortes frémirent en réponse. Elle se précipita à l'intérieur, le cœur battant. Elle appela chez Janie. Madame Thompson, amicale et calme, répondit « Non, Kesha n'était pas là. » Janie était rentrée directement et faisait ses devoirs. Un nœud froid se forme dans le ventre de Sharon. Elle appela 2 autres mères. Même réponse. Non. Non. À chaque appel, la peur se resserrait. Le ragoût de poulet et boulettes fut oublié. Son arôme réconfortant devenait soudain un contrepoint écœurant à la panique qui envahissait Sharon. Elle attrapa son sac et ses clés, ses gestes brusques, précipités. De retour sur le perron, elle scruta la rue, le regard désespéré. La berline vert foncé que M. Miller avait à peine remarquée avait disparu depuis longtemps. Ou peut-être n'avait-elle jamais été qu'un mirage né de sa fatigue. Un détail qu'il ne rappellerait consciemment, ni ne relierait avant 15 longues années. Pour Sharon Williamson, debout sur son perron, alors que le ciel se teintait de couleurs violacées, il ne restait qu'un vide immense et terrifiant à l'endroit où sa fille aurait dû se trouver, et la réalisation dévastatrice que Kesha, sa Kesha, avait véritablement, inexplicablement disparu. Le soleil couchant saignait le ciel d'octobre de pourpre et de violet, projetant des ombres longues et mélancoliques sur Elm Street, tandis que les appels frénétiques de Sharon confirmaient l'impensable. Personne n'avait vu Kesha depuis qu'elle était descendue du bus de M. Miller. Et l'arôme réconfortant du ragoût, autrefois promesse d'un soir tranquille, n'était plus que le témoin silencieux d'un cauchemar qui venait de commencer. Maintenant froid et oublié sur la cuisinière, les boulettes de poulet semblaient donc se moquer de l'effroi glacial qui s'était emparé du cœur de Sharon. Sa fille de 9 ans, sa petite Kesha si discrète et amoureuse des livres, n'était pas simplement en retard, elle avait disparu. La panique, vive et tenace, propulsa Sharon hors de la maison. Elle courut de voisin en voisin, la voix brisée en appelant le nom de Kesha, les yeux fouillant désespérément les jardins, derrière les buissons, dans chaque recoin où une enfant aurait pu se cacher ou jouer. Quelques voisins, leurs visages marqués par l'inquiétude, se joignirent à elle, leurs appels faisant écho aux siens alors que le crépuscule tombait rapidement. La rue, d'ordinaire familière et accueillante, se transformait en un labyrinthe de possibilités terrifiantes. Était-elle tombée? Avait-elle été attirée ailleurs? Enlevée? Chaque pensée était une nouvelle déchirure dans le cœur de Sharon. Lorsque l'obscurité enveloppa complètement Harmony Grove, une petite foule anxieuse s'était rassemblée devant la maison de Sharon. Des voisins, des amis de l'église, quelques camarades d'école de Kesha accrochés aux jambes de leurs parents.
Quelqu'un avait appelé le poste de police d'Harmony Grove. Deux agents en uniforme, au visage mêlant une inquiétude professionnelle à cette résignation lasse propre à ceux qui croisent souvent les aspérités les plus sombres de la vie, arrivèrent en voiture. Sharon, tremblante mais cohérente malgré sa peur, raconta la routine de Kesha, sa ponctualité, son tempérament raisonnable. Elle ne partirait pas sans prévenir. « Officier », insista Sharon, la voix serrée par des larmes retenues. Elle sait qu'elle doit rentrer directement. Il lui est arrivé quelque chose de terrible. Les policiers prirent des notes. Leurs questions étaient standards, méthodiques. Y avait-il eu des conflits familiaux? Des étrangers aperçus dans le quartier? Une raison pour laquelle Kesha aurait pu fuguer? La dernière question fut comme un coup de poing pour Sharon. « Fuguer ?» répéta-t-elle incrédule. « Elle a 9 ans. C'est une enfant heureuse. Elle avait un contrôle d'orthographe à réviser, un livre de bibliothèque qu'elle était en train de lire. Elle ne s'enfuirait pas. La lutte des minorités, ce courant souterrain souvent tu mais profondément ressenti dans des communautés comme Harmony Grove, commença à poindre dans la manière subtile dont les questions semblaient chercher une faute intérieure plutôt qu'un danger extérieur. Pourtant, les agents n'étaient pas cruels, juste procéduriers. Ils promirent de lancer une alerte et de faire patrouiller les environs. Le lendemain matin, l'enquête formelle débuta. Les détectives interrogèrent de nouveau Sharon, leurs questions étant plus détaillées. Ils parlèrent à l'enseignante de Kesha, à ses amis, et ils interrogèrent M. Otis Miller, le chauffeur du bus scolaire. M. Miller était assis dans la petite salle d'interrogatoire du commissariat, ses larges mains serrées dans son giron. Un homme peu habitué à ce genre de scrutation, sa vie étant faite de routines silencieuses et d'observations muettes. Il raconta le départ de Kesha du bus, comme il l'avait fait pour tant d'autres enfants ce jour-là. « Oui, monsieur, dit-il au détective, un homme plus jeune et plus tranchant que les agents de la veille. Kesha Williamson est descendue à Elm et Third, comme toujours. Elle est partie vers chez elle. Elle avait l'air bien. L'image de la berline vert foncé, de l'homme au chapeau fedora observant Kesha, surgit dans l'esprit de M. Miller avec une clarté écœurante. Son cœur s'emballa. Il avait à peine dormi, cette image tournant en boucle. Son premier réflexe de la minimiser lui semblait maintenant une erreur monumentale et impardonnable. Il sentit la sueur perler dans ses paumes. Mais cet homme, dans cette voiture, il avait ce regard, une froideur que Miller reconnaissait. C'était le regard de quelqu'un qui n'hésiterait pas à faire taire un témoin, surtout un chauffeur de bus noir d'Harmony Grove, que personne d'important ne remarquerait vraiment. La peur, puissante et paralysante, se noua dans son ventre. Il pensa à sa vie discrète, à sa modeste pension. Et s'il venait après lui, qui le croirait, lui, face à un homme qui pouvait avoir des relations? « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel, monsieur Miller ?» insista le détective. « Quelque chose, n'importe quoi ?» Otis Miller avala difficilement sa salive. Les mots, la vérité étaient là, coincés dans sa gorge. Mais la peur pesait plus lourd. « Non, monsieur, mentit-il. Les mots avaient un goût de cendre, juste un après-midi comme les autres. Elle est descendue du bus et j'ai continué ma route. C'est tout ce que j'ai vu. » Il se détestait pour cela. Une honte brûlante s'alluma en lui, mais la peur était une couverture froide et étouffante. N'ayant rien de nouveau, la police concentra ses efforts sur une recherche quadrillée du quartier, puis dans les bois bordant Harmony Grove. Des bénévoles de l'église Zion Hope, organisés par le diacre Peterson, accablé mais déterminé, qui se souvenait de la disparition du révérend Thorne dans un contexte similaire d'inaction officielle, se mobilisèrent. Ils imprimèrent leurs propres affiches avec la photo de classe de Kesha, son sourire à la dent manquante. Leurs prières formaient un murmure constant contre la marée du désespoir. Les jours passèrent, se fondant en une semaine. Aucun mot de rançon, aucun témoin crédible ne se manifesta pour dire avoir vu Kesha après sa descente du bus. La berline vert foncé et son conducteur observateur restaient enfermés dans la mémoire torturée d'Otis Miller. L'enquête de police, faute de pistes solides, perdit peu à peu de son élan. Les ressources furent réaffectées à des affaires plus récentes, plus urgentes. Le dossier de Kesha Williamson, comme tant d'autres issus de quartiers comme Harmony Grove, commença à accumuler une poussière métaphorique. Sharon Williamson, cependant, ne s'arrêta pas. Elle arpenta les rues jour après jour, appelant le nom de sa fille jusqu'à en perdre la voix. Elle restait assise près du téléphone,
le fixant, espérant qu'il sonne. Elle priait avec une intensité qui la laissait épuisée, mais toujours debout. Mais à mesure que l'automne avançait, faisant passer les feuilles éclatantes aux teintes brunes et cassantes, le silence autour de la disparition de sa fille devint un rugissement assourdissant et insupportable. Monsieur Miller la voyait parfois, silhouette amaigrie marchant en bordure de la cour de l'école, les yeux scrutant chaque enfant, chaque voiture. Chaque fois, c'était un coup de couteau supplémentaire dans son cœur. Il commença à emprunter d'autres chemins pour rentrer du dépôt de bus, évitant Elm Street, évitant la vue du perron vide de Kesha. Le secret qu'il portait était désormais une chose vivante, de plus en plus lourde chaque jour, s'enroulant autour de son âme. Il se répétait qu'il avait fait ce qu'il devait pour rester en sécurité, que personne ne l'aurait cru de toute façon. Mais dans le silence de la nuit, le sourire timide de Kesha et l'éclat des perles jaunes dans ses cheveux hantaient ses rêves. La recherche officielle fut discrètement réduite. Kesha devint un visage de plus sur une affiche d'enfants disparus. Son histoire, un titre tragique et bref, s'estompa vite des nouvelles locales. Pour Sharon Williamson, le cauchemar n'avait pas de fin. Pour Otis Miller, il ne faisait que commencer. Et pour Kesha, il ne restait que le silence. L'énergie frénétique qui avait consumé Harmony Grove à l'automne 1982, les recherches désespérées, les veillées de prière en larmes, les prospectus imprimés à la hâte, portant le sourire écarté de Kesha Williamson, finit inévitablement par s'estomper. L'espoir, jadis feu ardent dans le cœur de Sharon Williamson, s'était réduit à des braises, puis à une braise tenace et résistante, qui brillait faiblement dans l'obscurité de son deuil sans fin. Pour le reste du monde, et même pour beaucoup au sein de leur propre communauté, la disparition de Kesha se dissipa peu à peu de la conscience quotidienne, devenant une histoire triste, un conte de mise en garde chuchoté entre parents, puis un souvenir local fané. Pour Sharon, cependant, le temps ne guérit rien. Il ne fit qu'étirer la blessure, faisant de l'absence de sa fille une caractéristique constante, définissante, de son existence. Elle conserva la petite chambre de Kesha exactement comme elle l'avait laissée cet après-midi d'octobre. L'exemplaire usé de « un raccourci dans le temps » toujours sur la table de nuit. Un petit plat contenant une collection de perles colorées sur la commode, un dessin inachevé d'un cheval ailé scotché au mur. Chaque année, pour l'anniversaire de Kesha, Sharon achetait un petit gâteau, allumait les bougies et chantait « Joyeux anniversaire » à une pièce vide, la voix épaissie par les larmes retenues. Ces tentatives pour maintenir l'intérêt de la police pour l'enquête devinrent une croisade solitaire. Les détectives initiaux prirent leur retraite ou furent affectés ailleurs, remplacés par de nouveaux visages qui offraient une sympathie polie, mais n'avaient aucun lien personnel avec le dossier jauni portant le nom de Kesha. Le thème des luttes des minorités résonnait dans la fermeture silencieuse des portes, les appels non retournés, le message subtil qu'une fillette noire disparue d'un quartier ouvrier représentait, au-delà d'un certain point, une cause perdue ne justifiant plus de ressources continues. De l'autre côté de la ville, M. Otis A. Miller vivait un autre type de hantise. La berline vert foncé et l'homme au chapeau étaient gravés dans sa mémoire, des images surgissant sans prévenir. La nuit ou lorsqu'il voyait une enfant portant des perles jaunes dans les cheveux. En 15 ans, il avait vieilli, passant de l'homme stoïque de 48 ans à un retraité de 63 ans aux épaules voûtées, non seulement par l'âge mais par le poids invisible de son silence. Sa santé déclinait. Une toux persistante secouait sa poitrine et ses mains, autrefois stables sur le volant du bus numéro 7, tremblaient légèrement. La peur avait été une compagne fidèle, bien que non désirée. L'homme qu'il avait vu ce jour-là, celui dont les yeux froids avaient brièvement croisé les siens, était une figure connue dans les coins obscurs de Harmony Grove, un certain Silas Sly Jackson, réputé avoir des connexions dans des cercles qu'il valait mieux ne pas déranger. Miller avait croisé Sly au fil des années, une présence confiante et fanfaronne, dont le moindre regard en coin semblait être un rappel glacial de ce qu'il savait et n'avait pas dit. Chaque apparition renforçait sa conviction que parler, en 1982, aurait été une condamnation à mort, ou du moins une ruine qu'il ne pouvait se permettre. Il se disait qu'il protégeait sa tranquillité, mais le prix à payer était une conscience qui pourrissait comme une blessure non soignée.
Il évitait Elm Street comme si elle était maudite. Il vendit son vieux téléviseur car même les génériques joyeux des émissions pour enfants lui semblaient l'accuser. Parfois, après une nuit particulièrement mauvaise, il rédigeait une lettre anonyme à la police, la main si tremblante que les mots en devenaient presque illisibles, avant de la déchirer dans un accès de terreur et de dégoût de soi renouvelé. Le secret était un cancer qui le rongeait de l'intérieur. La communauté d'Harmony Grove, sans jamais vraiment oublier Kesha, apprit à vivre avec le vide. De nouveaux enfants naquirent, de nouvelles familles emménagèrent. Les affiches avec le visage de Kesha finirent par se faner et se déchirer sur les poteaux téléphoniques, remplacées par d'autres annonces pour des ventes de gâteaux, des réunions de quartier. Seuls quelques-uns, comme Sharon, et peut-être le diacre Peterson de Zion Hope, qui priait encore pour Kesha et pour le révérend Thorne, disparu dans une tragédie similaire des années plus tôt, gardaient vivante la flamme du souvenir actif. Avec le temps, l'enquête sur la disparition de Kesha devint complètement, irrévocablement froide. Les dossiers d'origine furent archivés, déplacés des affaires actives aux étagères poussiéreuses des crimes non résolus. Lorsque Sharon appelait le commissariat autour de l'anniversaire de la disparition de Kesha, elle tombait souvent sur un nouveau détective, quelqu'un qui devait dépoussiérer l'ancien dossier, pour qui Kesha n'était qu'un nom, une statistique, un autre fantôme dans le système. À l'automne 1997, 15 ans s'étaient gravés sur les visages et dans les cœurs de ceux qui se souvenaient. Sharon Williamson, désormais âgée de 45 ans, cherchait encore Kesha dans les traits de chaque jeune femme croisée. Son espoir s'était mué en une douleur sourde mais constante. Monsieur Otis Miller, 63 ans, récemment diagnostiqué d'un grave problème cardiaque, était assis seul dans sa petite maison sombre, le vent d'octobre faisant trembler ses fenêtres. La proximité de sa propre mortalité rendait sa culpabilité plus aiguë, plus insupportable. L'image de Kesha, 9 ans, ses perles jaunes éclatantes, son sourire timide et la berline verte sous le chêne rejouaient dans son esprit avec une clarté à la fois torturante et implacable. Il savait, avec une certitude glaçante, qu'il ne pouvait emporter son secret dans la tombe. Le fardeau était trop lourd. Le silence avait trop duré. Il devait parler, quel qu'en soit le prix. Le temps de la peur touchait à sa fin, éclipsé par le besoin urgent, terrifiant, de se confesser. La décision, une fois prise, s'installa dans la poitrine d'Otis Miller comme une pierre, lourde et définitive. Pendant 15 ans, le secret de ce qu'il avait vu cet après-midi d'octobre 1982 avait été son compagnon corrosif. Désormais, à 63 ans, avec une toux qui lui arrachait le souffle et un cœur battant comme un oiseau pris au piège, la peur de mourir avec ce silence l'emportait enfin sur celle de Silas Sly Jackson. La balance avait penché, non vers le courage, peut-être, mais vers une lassitude si profonde que même la vengeance semblait un moindre fardeau que de porter encore ce poids. Il s'habilla de ses mains tremblantes, revêtant son costume du dimanche, un peu usé, qu'il n'avait pas porté depuis des années. Le trajet vers le commissariat du comté d'Harmony Grove lui parut comme marcher dans l'eau profonde. Chaque pas était un effort. L'air d'automne, vif, chargé de senteurs de bois brûlé, ne parvenait pas à apaiser l'anxiété fiévreuse qui le consumait. Lorsqu'il poussa enfin les lourdes portes du commissariat, le tumulte banal d'un matin de semaine, téléphone qui sonne, bavardage entre agents, cliquetis des machines à écrire, semblait appartenir à un autre monde que celui de sa tourmente intérieure. Le sergent de garde, un jeune homme rasé de près, à l'attitude efficace mais ennuyée, leva les yeux alors que Miller s'approchait. « Je peux vous aider ?» Otis Miller s'éclaircit la gorge, le son rauque. « Je dois parler à un détective, » dit-il d'une voix à peine audible. « À propos d'une vieille affaire, une fille disparue. Il y a des années. » Le sergent haussa un sourcil. « Vieille affaire? Depuis combien de temps ?»« 15 ans, » répondit Miller, les mots lui arrachant la bouche. Elle s'appelait Kesha Williamson. Un éclat de quelque chose, de la reconnaissance, de la pitié passa sur le visage du sergent. « Williamson? Ouais, je crois que j'ai vu ce dossier. Froid comme la glace. Qu'en est-il ?»« J'ai des informations, » déclara Miller, sa voix gagnant un soupçon de résolution. « Quelque chose que j'aurais dû dire à l'époque.
On finit par le conduire dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre et on lui demanda d'attendre. La minute s'étira, chaque tic-tac de l'horloge murale amplifiant son appréhension. Enfin, la porte s'ouvrit et une femme entra. Elle avait la fin de la trentaine ou la quarantaine bien entamée, des yeux vifs et intelligents, une attitude sans fioriture, mais une bonté perceptible adoucissait son expression lorsqu'elle se présenta. Monsieur Miller, je suis l'inspectrice Carla Reeves. Il paraît que vous avez des informations concernant l'affaire Kesha Williamson. Otis Miller acquiesça, le regard fixé sur le plateau usé de la table. C'était le moment. Plus de retour en arrière possible. Il prit une inspiration tremblante. Oui, madame, c'était moi. J'étais son chauffeur de bus ce jour-là. Le dernier à l'avoir vu, sans doute à part lui. L'inspectrice Reeves s'assit en face de lui, son expression attentive, un stylo prêt à noircir un carnet tout neuf. Prenez votre temps, monsieur Miller. Racontez-moi ce dont vous vous souvenez. Et alors, l'histoire qu'il avait gardée enfouie pendant 15 ans commença à se déverser, d'abord par bribes hésitantes, puis avec une urgence douloureuse croissante. Il décrivit cet après-midi d'octobre 1982, Kesha descendant du bus sur Elm Street, son sourire timide. Il décrivit la berline vert foncé garée sous le chêne, un détail qu'il s'était efforcé d'oublier. Puis il parla de l'homme au chapeau. C'était Sly Jackson, dit Miller, sa voix baissant d'un ton, le nom lui donnant encore des frissons après toutes ces années. Silas Sly Jackson était un nom murmuré à Harmony Grove, un homme connu pour sa présence intimidante, pour ses liens supposés avec des milieux peu recommandables du comté, un homme que les gens évitaient au point de traverser la rue. Je l'ai vu, aussi clairement que je vous vois maintenant. Il observait Kesha. Lorsqu'elle s'est éloignée un peu dans la rue, il est sorti de sa voiture, lui a dit quelque chose. Elle avait l'air effrayée. Et puis, il l'a prise par le bras, doucement mais fermement. Vous voyez? Il l'a conduite jusqu'à sa voiture. Elle est montée, et ils sont partis. L'inspectrice Reeves écoutait attentivement, son stylo allant vite, son expression restait neutre, bien que ses yeux se durcissent à mesure que les détails s'ajoutaient. « Monsieur Miller, demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme, pourquoi nous dites-vous cela maintenant, après 15 ans ?» Les yeux d'Otis Miller se remplirent de larmes. La honte et le regret creusaient chaque ride de son visage. La peur, inspectrice, une peur pure et simple. Sly Jackson, ce n'est pas un homme à contrarier, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Il avait une manière de vous regarder, comme s'il lisait vos pensées. J'avais ma petite vie tranquille. Je me suis dit peut-être que Kesha le connaissait. Peut-être que c'était rien. Je me suis menti. J'ai menti à la police quand ils m'ont interrogé. J'ai dit que je n'avais rien vu. Il inspira bruyamment. Mais je suis un vieil homme maintenant, inspectrice. Ma santé décline. Je ne peux pas rencontrer mon Créateur avec ce péché sur l'âme. Cette petite fille, je vois son visage chaque nuit. La confession, une fois commencée, jaillit de lui sans relâche. Chaque détail dont il se souvenait à propos de Sly Jackson ce jour-là, la marque et le modèle approximatif de la voiture, la direction qu'ils avaient emprise. Il parle de la culpabilité écrasante, des années passées à regarder derrière lui, de la manière dont ce secret avait empoisonné sa vie. Quand enfin il se tut, épuisé et tremblant, l'inspectrice Reeves se pencha vers lui. « Monsieur Miller, ce que vous venez de nous révéler est extrêmement grave, et je comprends que cela a dû demander un courage immense de venir nous en parler. » Sa voix était professionnelle, mais une nuance de compréhension y transparaissait. « Cela change tout pour l'affaire Kesha Williamson. Nous allons avoir besoin d'une déclaration signée de votre part, et je dois être clair, il y aura des questions sur pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt. »« Je sais, » murmura Miller en hochant la tête. « Je mérite ce qui viendra. Je veux juste que la vérité soit dite. Pour cette petite. Pour sa maman. » L'inspectrice Reeves se leva. « Nous allons rouvrir cette affaire, monsieur Miller. Grâce à vos informations, nous allons découvrir ce qui est arrivé à Kesha Williamson et quel a été le rôle de Silas Jackson. » Une nouvelle détermination s'ancra dans son regard. Le dossier qui avait été froid comme la glace pendant 15 ans contenait désormais une braise vive. Le silence était enfin rompu. Le poids de la confession d'Otis Miller s'abattit sur l'inspectrice Carla Reeves, comme la poussière qui recouvrait les boîtes de dossiers vieilles de 15 ans qu'elle se mit à extraire des archives des affaires non résolues.
Dossier Keisha Williamson, numéro 82-0347. Une mince chemise en carton contenant les espoirs fanés et les rejets bureaucratiques d'une jeune vie disparue redevint soudainement cruellement active. Nous étions en 1997 et les événements de cet après-midi d'octobre 1982 semblaient appartenir à une autre époque. Pourtant, le témoignage en larmes de Miller avait ravivé avec force une tragédie longtemps assoupie. Reeves étala le contenu du dossier original sur son bureau. Quelques photos floues de la zone de recherche, des déclarations de témoins, y compris celles de Miller à l'époque, vides de tout indice. Le rapport de disparition avec la photo scolaire de Keisha, agrafée sur la couverture, son sourire édenté, reproche silencieux aux années d'inaction. Aucune mention d'une berline vert foncé. Aucun détail indiquant un quelconque intérêt porté à Silas Jackson, que Miller désignait maintenant comme l'auteur de l'enlèvement de Keisha. Jackson, Reeves le connaissait de réputation avant même d'avoir tiré son imposant dossier. Il projetait une ombre froide et longue sur les recoins les moins fréquentables de Harmony Grove. Un homme toujours soupçonné d'être impliqué dans tout, des jeux illégaux à l'intimidation. Mais insaisissable, toujours juste au-delà de la portée de la loi. L'enquête originale de 1982, à la lecture des rapports succincts, paraissait bâclée, presque conçue pour échouer. La théorie de la fugue avait été suggérée très tôt et répétée malgré le jeune âge de Keisha. Les ressources allouées avaient été minimales. Le thème des luttes des minorités, bien que jamais nommé dans le jargon officiel, suintait de chaque piste abandonnée trop tôt, de chaque avenue jamais explorée. La peur d'Otis Miller, comprit Reeves, ne venait pas seulement de Sly Jackson. Elle venait aussi d'un système dans lequel il n'avait pas confiance. Un système dont il pensait, sans doute à raison, qu'il ne le protégerait pas s'il osait accuser un homme bien connecté alors qu'il n'était qu'un simple chauffeur de bus. Sa première tâche, et la plus difficile, fut d'informer Sharon Williamson. Reeves la retrouva toujours dans la même petite maison sur Elm Street. Une maison entretenue avec une propreté douloureuse. La présence de Keisha y était encore palpable. Dans les dessins d'enfants soigneusement conservés, scotchés sur le réfrigérateur. Sharon, désormais âgée de 45 ans, portait dans les rides de son visage une résilience farouche, mais aussi une profonde lassitude. L'expression d'une femme ayant porté trop longtemps un fardeau impossible. Lorsque l'inspectrice Reeves expliqua doucement qu'une nouvelle information avait refait surface, qu'un témoin crédible s'était manifesté après toutes ces années, Sharon resta figée, pétrifiée, les mains crispées l'une contre l'autre, au point d'en blanchir les jointures. Apprendre qu'Otis Miller, un homme qu'elle avait croisé des dizaines de fois au fil des ans, un homme qui conduisait le bus de sa fille, avait vu quelque chose et était resté silencieux pendant 15 ans, déclencha en elle une nouvelle vague de douleur. « 15 ans !» murmura-t-elle, la voix éraillée, un mélange brut de souffrance et d'un espoir furieux naissant. Il a vu quelque chose, et il m'a laissé vivre comme ça, sans savoir. Reeves laissa Sharon exprimer sa colère et son chagrin, puis revint à la piste principale. Monsieur Miller a identifié l'homme qu'il a vu avec Keisha, Madame Williamson. Un homme nommé Silas Jackson. Ce nom vous dit-il quelque chose? Les yeux de Sharon s'écarquillèrent légèrement. Sly Jackson. Tout le monde savait qu'il fallait l'éviter. Mais Keisha, pourquoi elle? La question resta suspendue dans l'air, trop terrible pour être formulée entièrement. L'enquête sur Silas Jackson fut lancée avec une extrême prudence. Il avait désormais la cinquantaine bien entamée, vivait toujours dans le comté et ses entreprises légales, une chaîne de bars et un bureau de cautionnement, étaient largement soupçonnées de masquer des activités bien moins honorables. L'inspectrice Reeves et son équipe réduite commencèrent par fouiller son passé, en particulier autour de l'année 1982. Avait-il possédé une Ford ou une Mercury vert foncé? Les archives de la DMV de l'époque étaient archaïques, sur papier, mais l'équipe s'attela à la tâche fastidieuse. Y avait-il d'autres signalements, des rumeurs liant Jackson à des enfants ou à des actes violents jamais prouvés? C'était comme pourchasser un fantôme à travers le brouillard de 15 années. Les témoins potentiels de 1982 avaient déménagé, étaient morts, ou leurs souvenirs s'étaient dissipés en bribes incertaines. La berline vert foncé décrite par Miller était un modèle assez courant. Prouver que Jackson en possédait une en particulier
où y avait eu accès ce jour-là semblait presque impossible sans preuves supplémentaires. L'inspectrice Reeves convoqua à plusieurs reprises Otis Miller, l'aidant patiemment à explorer ses souvenirs, à faire ressurgir des détails enfouis. Il décrivit l'air confiant et prédateur de Sly Jackson ce jour-là, la manière dont Keisha semblait minuscule et effrayée à côté de lui. Il se souvenait d'un autocollant sur le pare-choc de la voiture, quelque chose avec un animal hargneux, mais les détails étaient à flou. Chaque séance laissait Miller vidé, mais un peu plus léger. Le poison de son secret s'écoulait lentement. Reeves savait que le témoignage non corroboré de Miller, livré avec 15 ans de retard, serait démoli par n'importe quel avocat de la défense. Il lui fallait plus. Elle avait besoin de quelque chose qui reliait directement Sly Jackson à Keisha, à cette voiture verte ou à ce jour précis d'octobre 1982. L'équipe se plongea dans les anciens registres de preuves, espérant qu'un objet lié aux associés de Jackson ou à ses activités passées offrirait un lien. Ils recontactèrent la maigre liste de témoins de l'époque, espérant qu'avec un nom et une description de véhicule en tête, quelqu'un se souviendrait de quelque chose. Le travail était pénible, souvent frustrant. Le temps écoulait leur plus grand ennemi. Et pourtant, Reeves ressentait une conviction grandissante. La confession d'Otis Miller, malgré sa tardiveté, sonnait juste. La peur qu'il montrait encore en prononçant le nom de Jackson était palpable. Les détails qu'il fournissait, bien que vieux, étaient suffisamment précis pour justifier cette plongée en profondeur. Quelque part, enfouie sous les couches du passé, se trouvait, elle en était certaine, la vérité sur ce qui était arrivé à Keisha Williamson. Le secret avait été exhumé. Désormais, il fallait le porter entièrement à la lumière et tenter d'obtenir une forme de justice, même tardive. La chasse aux preuves contre Silas Jackson, un fantôme du passé trouble de Harmony Grove, était officiellement lancée. La réouverture du dossier de Keisha Williamson provoqua un frémissement dans les couloirs silencieux du commissariat de Harmony Grove. Mais dans le monde extérieur, ce n'était au départ qu'un dossier froid, dépoussiéré parmi tant d'autres. Pour l'inspectrice Carla Reeves, cependant, cela devint une obsession. Armée du témoignage vieux de 15 ans d'Otis Miller, elle entreprit le processus minutieux de reconstruction d'une journée lointaine et tenta de bâtir un dossier contre Silas Sly Jackson, un homme qui, pendant des décennies, avait évolué avec une aura glaçante d'intouchabilité. Jackson, désormais dans la cinquantaine avancée, s'était forgé au fil des années une façade de semi-légitimité. Ses entreprises connues, deux bars peu éclairés situés à la limite du comté et un bureau de cautionnement, semblaient toujours avoir plus de clients qu'il n'aurait été raisonnable, et étaient soupçonnés d'être la façade respectable d'opérations beaucoup moins licites. Il restait un homme dont on parlait à voix basse, son influence un courant souterrain discret dans les cercles de pouvoir les moins visibles de la ville. L'équipe de Reeves se plongea dans l'histoire de Jackson. Les archives financières de 1982 concernant ses activités suspectées étaient quasiment inexistantes. Il avait eu toute une série d'associés à l'époque. Certains étaient morts, d'autres avaient déménagé, d'autres encore étaient toujours fidèles ou trop terrifiés pour parler, même aujourd'hui. Ils épluchèrent les vieux registres de la DMV à la recherche d'une Ford ou Mercury verte liée à Jackson ou à ses contacts connus en 1982. Ils trouvèrent trois possibilités, mais aucune preuve concluante. L'autocollant au pare-choc avec un animal hargneux, que Miller se rappelait vaguement, était un détail trop générique pour restreindre les recherches. Le dossier original de 1982 sur Keisha était d'une minceur douloureuse. Il documentait les supplications désespérées de Sharon Williamson, une enquête de voisinage superficielle et la déclaration anémique d'Otis Miller. Il y avait une note concernant la vérification des dépotoirs pour des véhicules abandonnés correspondant à des descriptions vagues qui n'avaient rien donné. Le sentiment officiel prédominant, à peine voilé dans les rapports dactylographiés, était que l'enfant avait probablement été enlevé par un vagabond de passage ou s'était enfui et avait connu un destin tragique loin de chez elle. Des théories nécessitant peu de suivi et absolvant commodément les autorités locales de toute responsabilité plus profonde. L'inspectrice Reeves convoqua à nouveau Otis Miller, cette fois en présence d'un portraitiste judiciaire. Miller, bien que fragile, se concentra avec intensité, tentant de se souvenir davantage de la voiture, de l'homme, de la séquence précise des événements.
Sous les questions patientes et empathiques de Reeves, un nouveau détail surgit, enfoui sous des couches de peur et de temps. La route, dit Miller, les yeux lointains. Après que la voiture de Jackson soit partie avec Kesha, elle n'a pas pris la route principale hors de la ville. Elle a bifurqué sur ce vieux chemin forestier, celui qui mène à Blackwood Creek, près de l'ancienne ferme Gibson. Ce n'était qu'un petit détail, mais il était nouveau. La ferme Gibson était une propriété abandonnée au cœur des bois, à plusieurs kilomètres de l'arrêt de bus de Kesha, largement oubliée depuis la mort du vieux Gibson au début des années 70. On savait que Jackson y organisait parfois des parties de chasse à l'époque, un euphémisme que beaucoup soupçonnaient de couvrir des rassemblements bien moins innocents. Forte de cette information, l'inspectrice Reeves obtint un mandat pour fouiller la ferme Gibson, aujourd'hui envahie par la végétation et en ruine. La maison principale n'était plus qu'une ruine croulante, mais derrière elle, à moitié dissimulée par un enchevêtrement de buissons épineux, se trouvait un vieux puits bordé de pierres. Son couvercle en bois était pourri, de travers. L'air autour de lui semblait figé, lourd. La fouille fut lugubre. Les techniciens de la police scientifique, aidés par l'unité de sauvetage en espace confiné des pompiers locaux, entreprirent la tâche ardue d'examiner le puits. Après des heures passées à retirer avec précaution les débris et à pomper l'eau stagnante, ils trouvèrent ce que tous redoutaient. D'abord, une petite basket en toile détrempée, le genre que pourrait porter une fillette de 9 ans. Puis plus profondément dans la vase et la boue, la découverte bouleversante, indiscutable, les restes petits et fragiles de Kesha Williamson. Glissé à ses côtés, préservé dans la boue anaérobie, un unique petit grain de plastique jaune vif. La nouvelle frappa Sharon Williamson comme un coup physique, une confirmation de sa plus grande peur, mais aussi, paradoxalement, une libération après l'agonie de l'incertitude. Le « où » avait enfin une réponse. Sa fille avait été retrouvée. Le chagrin fut immense. Une nouvelle vague menaçant de la submerger. Mais en elle naquit aussi une détermination farouche. Obtenir justice pour Kesha. Avec la découverte des restes de Kesha sur une propriété que Jackson fréquentait à l'époque et le témoignage oculaire d'Otis Miller l'ayant vu en sa compagnie le jour de sa disparition, l'affaire contre Jackson se renforça. Il fut arrêté. Ce fut un choc pour ceux qui le croyaient intouchable. Désormais dans la cinquantaine avancée, il n'avait plus l'arrogance d'antan. Lorsque l'inspectrice Reeves l'interrogea enfin, il ne répondit que par un reniement morose. Le procès, lorsqu'il eut finalement lieu, devint un véritable événement local. Otis Miller, frêle mais déterminé, se présenta à la barre. Sa voix tremblait parfois, mais son récit resta inébranlable. Il fit face aux conséquences de son long silence, une charge mineure pour entrave à l'enquête et une peine avec sursis en raison de son âge, de son état de santé et de sa coopération tardive. Pour lui, cette confession publique et le rôle qu'il avait joué dans l'émergence de la vérité furent une forme de pénitence. Un fragile morceau de rédemption à la fin d'une vie tourmentée. Il décéda moins d'1 an après le procès. Sly Jackson, confronté aux témoignages de Miller et aux preuves médico-légales liant Kesha à la ferme Gibson, qu'il utilisait régulièrement, fut reconnu coupable. Les détails précis des derniers instants de Kesha restèrent enfouis avec lui, mais le verdict apporta une certaine justice. Pour Sharon Williamson, le chemin était encore long. Elle enterra Kesha au cimetière de Harmony Grove, sous une pierre tombale simple portant ces mots « Kesha Williamson, fille bien-aimée, jamais oubliée ». Il y avait une tristesse profonde, mais aussi une dignité silencieuse dans le fait de pouvoir enfin offrir une sépulture à son enfant. La vérité, si terrible soit-elle, était moins cruelle que le vide sans fin de l'inconnu. L'inspectrice Carla Reeves ferme le dossier de Kesha Williamson, l'un des plus anciens dossiers classés qu'elle ait jamais rouvert et résolu. Ce fut une victoire sombre, témoignage du fait qu'aucun secret, aussi profondément enfoui soit-il, n'est réellement à l'abri. Et que parfois, même après des années d'oubli systémique et de silence dicté par la peur, une seule voix, choisissant le courage en fin de vie, peut enfin illuminer les recoins les plus sombres et apporter un peu de justice retardée à ceux qui ont trop longtemps attendu. Le combat avait été bien réel, la douleur immense, mais une petite vérité vitale avait finalement été mise au jour.